petit renard araignée. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà, où je vais parler un peu en roue libre, j'ai quelques notes, mais je comptais faire quelque chose qui pourrait vous servir. Alors si vous avez lu mon livre, ou si vous êtes au courant que j'ai sorti mon livre, ou si vous écrivez vous-même des livres, peut-être que cette vidéo pourrait vous être utile. Parce que, alors, ça fait 6 mois que mon livre est sorti sur Amazon, ça fait 6 mois que j'ai des retours d'expérience, j'ai des retours de mes lecteurs, que j'ai des retours, surtout en privé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la page Amazon, au fait. Alors, avec la petite expérience, la maigre expérience d'écriture que j'ai pu accumuler en 10 ans quand même, et en ayant des retours sur investissement et des retours sur ce que j'ai écrit, je me disais que peut-être je pourrais vous faire une petite vidéo qui pourrait vous être utile pour des conseils d'écriture. Des conseils que je pourrais donner à mes amis, que je donne même à mes amis quand ils m'envoient leurs écrits, que je donne à des gens qui me demandent comment tu as fait pour écrire ton histoire, d'où ça t'est venu, comment t'as fait pour fluidifier le récit, comment t'as fait pour le rendre intéressant, etc. Je vais centraliser un peu tout ce que j'ai pu remarquer chez des auteurs que j'ai lus, chez des auteurs qui sont parfois mes amis, chez des auteurs qui débutent, et donc je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice sur un sujet qui a déjà été abordé sur YouTube, mais c'est pas grave, je vais faire mon petit point de vue à moi, pauvre auteur dans mon coin, qui a des petites expériences et qui aimerait les partager. J'ai quelques connaissances, je pense quand même ne pas dire n'importe quoi dans cette vidéo, donc on va en parler tout de suite. J'ai fait une petite liste de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et on va s'atteler à faire tout ça dans les règles. Je vais revenir point par point sur ce que j'ai relevé dans des conseils que j'ai pu donner à mes propres amis, dans des conseils que j'ai pu donner à certains de mes abonnés qui m'ont contacté en message privé. Et voilà, si ça peut en faire profiter la terre entière, le YouTube francophone, faisons-le, c'est parti. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, si vous voulez écrire n'importe quelle histoire, ça s'applique à toutes les histoires de fiction que vous pourrez croiser. Choisissez un point de vue. Quand on débute dans l'écriture, il faut aller au plus simple. Donc, choisir le point de vue, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve. Pour simplifier, mettons, vous avez une histoire de n'importe quel genre littéraire, n'importe quel genre de la fiction, prenez un point de vue. C'est-à-dire, on va définir, quand on écrit une histoire, où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, comment ça se passe, mais aussi qui vit cette histoire. C'est ça le plus important. C'est ça qui, par exemple, est intéressant dans Game of Thrones. Quand on change de personnage dans Game of Thrones, on se dit « Ah tiens, ce personnage-là n'a pas du tout le même éclairage que l'autre. » Complexifier les points de vue, ça permet d'apporter un ensemble qui est cohérent dans Game of Thrones. Je prends l'exemple de Game of Thrones parce que c'est celui qui me vient là tout de suite. Mais alors, avant d'écrire Game of Thrones, écrivez par exemple une nouvelle pour vous entraîner. Une petite nouvelle, pas piquer des hannetons, pas très compliquée, où vous allez suivre un seul personnage. Alors là où les auteurs débutants ont du mal à se positionner, je trouve, c'est mon avis, parce que j'ai pas pu faire beaucoup mieux que la plupart des auteurs, hein, je vais pas m'envoyer des fleurs. Le truc que j'ai remarqué, c'est que si on ne fixe pas un point de vue, si l'auteur a son truc dans sa tête, mais se dit pas qui vit cette histoire. Parce que ce que j'ai pris comme accroche pour mon propre livre, par exemple, c'était de dire, là, la personne qui vit l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est Maddy. J'ai raconté à la 3e personne du singulier. Elle fait ça, elle voit ça, elle mange ça, elle dit ça, etc. Ça, c'est le point de vue interne. Un point de vue externe, honnêtement, je sais pas comment on fait. Il y a le point de vue externe et omniscient, vous pouvez vous renseigner, là, j'ai pas trop d'idées. Mais alors, le plus simple pour faire passer un certain nombre d'émotions, un certain nombre de choses que le personnage va vivre et les choses que vous avez envie de dire au lecteur, c'est de prendre un personnage, de prendre son point de vue et de s'y tenir. C'est-à-dire rester le plus possible proche de votre personnage et comme ça l'implication émotionnelle qu'on aura quand on va lire va passer toute seule. Alors très important aussi, quelque chose que j'ai failli faire, une bêtise que j'ai failli faire dans mon premier livre, à moins de l'avoir relu au moins 10 fois, l'erreur que j'ai failli commettre, c'est de donner une information que le personnage n'a pas. Faites bien attention, au bout d'un moment, quand vous avez choisi votre point de vue, vous dites « Bon bah cool, mon point de vue il est là, je donne telle et telle information, mais par contre faites attention. Si ce personnage-là n'a pas l'information que vous voulez faire passer, ne lui faites pas dire, ne lui faites pas penser à cette information, faites-lui supposer quelque chose par rapport à ce que lui ou elle sait. » Ça c'est très important. Ensuite, petit conseil d'orthographe, de grammaire. Alors, choisissez soit la première personne du singulier, donc le je,
ou alors la troisième personne du singulier, donc le il ou elle. Choisissez l'un des deux. Vous pouvez même faire yel si vous voulez, si ça vous amuse. Alors, à la première personne du singulier, ça va être beaucoup plus simple d'impliquer le lecteur dans ce que vous écrivez. Si vous écrivez à la troisième personne du singulier, va falloir, je pense, c'est mon avis, plutôt multiplier les ressentis. Au jeu, c'est beaucoup plus facile parce que ça va couler tout seul. On va dire je vois ça, je fais ça, je ressens ça. Par contre, ne négligez pas si vous l'écrivez à la troisième personne. Parce qu'on peut parfois négliger cet aspect-là quand on écrit à la troisième personne parce que c'est quelque chose d'un peu plus détaché. Vous voyez, c'est comme dans un jeu vidéo. En fait, si on est à la première personne, on voit tout d'un coup. On voit le décor en face de soi. On a le cadre qui est complet, si vous voulez. Et à la troisième personne, on a une distance. On voit le personnage dans son entier, je pense à The Last of Us par exemple, même si The Last of Us fonctionne très bien. Je pense qu'à la troisième personne, il faut quand même multiplier les ressentis, plus qu'à la première, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire passer une émotion quand on a une distance avec le personnage. Il faut vraiment rentrer dans le détail de ce que le personnage ressent. C'est pas facile. Il faut s'y tenir en fait. Ça dépend vraiment aussi de la nature de votre récit. Là, ce que je dis, c'est parce que j'ai écrit des personnages qui vont avoir des ressentis très fouillés. Je vais mettre l'accent à fond sur ce qu'ils ressentent dans l'instant où ils sont en train de vivre une situation. Si par exemple ils perdent un proche, là je vais insister à mort sur comment ils se trouvent mais perdus, démunis, fatigués, horrifiés, tout ça. Donc à la première personne, je trouve que c'est moins compliqué parce que c'est plus évident de faire dire je ressens ça que de dire il ou elle ressent ça. Ce n'est que mon avis. Alors, comme c'est un truc que j'ai fait dans tout ce que j'écris à la troisième personne, j'ai écrit une petite nouvelle horrifique que je vais vous partager bientôt sur Amazon, où c'est raconté à la première personne du singulier et au présent de l'indicatif. Ensuite, je vais juste faire une parenthèse sur la concordance des temps, mais ça, ce sera le deuxième conseil. Maintenant que vous avez choisi le personnage, la première ou la troisième personne, et le temps auquel vous voulez le raconter, le temps auquel vous voulez le raconter vient après. Alors, à la première personne du singulier au présent de l'indicatif, ça va donner je prends mes clés et je m'en vais, par exemple. Première personne du singulier au passé simple, ça va donner je pris mes clés et m'en allais. Prenez un temps et tenez-vous-y. Tenez-vous-y. Ne mélangez pas du présent de l'indicatif et du passé simple, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et surtout, conjuguez bien vos verbes. Conjuguez le verbe avec le sujet de la phrase. Ne confondez pas les AIT, les EES et les ER. Essayez de démêler tout ça. Si déjà vous galérez en termes d'orthographe, de grammaire, ça va être beaucoup plus difficile d'avancer sur un texte tel que celui-ci. Focalisez-vous sur la compréhension que vous avez de la langue française et ensuite, surtout aussi, lisez. Lisez parce que ça va vous aider. Je vous garantis que lire, ça va vous aider. Ça m'a aidé pour écrire mon deuxième volume. Ça m'a aidé pour me dire, là t'as fait une connerie, là t'as dit n'importe quoi, là t'as mal conjugué un verbe, là t'as fait une erreur de débutant. Voilà, la lecture est une mine d'or pour ça. Alors ne négligez pas la lecture. Ensuite, alors je suis pas prof de français, encore une fois, mais de prendre un temps de récit et de s'y tenir, ça va vous aider. Par exemple, je prends moi la troisième personne du singulier et le passé simple. Donc je dis elle fit ça. Elle alla quelque part, elle ressentit ça. Donc, je m'y suis tenue. J'ai fait quelques erreurs parce que il y a des verbes que je ne savais pas conjuguer. Il y a des verbes que je me suis dit, tiens, ça s'écrit pas comme ça, pas si simple, oh zut. Du coup, je profite de cette expérience-là que j'avais pendant que moi, je me corrigeais moi-même, ce qui est très difficile parce que j'avais pas les moyens de faire appel à une correctrice professionnelle ou un correcteur professionnel. Donc là, je vous le dis parce que ça va vous servir. Ensuite, troisième conseil que j'aurais jamais pensé donner, mais qui en fait est important, que certains auteurs ou débutants ont beaucoup de mal à appliquer, mais qui revient pas nécessairement tout le temps, c'est la ponctuation. Alors, une phrase peut être aussi longue que vous voulez, par contre, séparez les idées dans la phrase. Et si par exemple, il y a une phrase sans aucune virgule, une phrase très longue qui fait genre 3 lignes ou 4 lignes, et où il n'y a presque aucune virgule et où les idées ne sont pas séparées, essayez de la lire à haute voix, vous verrez, c'est hyper fatigant. C'est fatigant quand on la lit à haute voix, parce qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de séparation d'idées. Donc, prenez une idée, par exemple, elle alla au marché, virgule, elle remarqua sa voisine, point.
Par exemple, je vous donne une idée bête comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ne négligez pas la ponctuation. Et si vous avez à rallonger une phrase, vous avez déjà mis plusieurs virgules, mettez un point-virgule. Et ensuite, vous finissez la phrase. Sauf si on s'appelle Marcel Proust, c'est un peu dur, j'avoue, mais ça pourrait vous servir. Donc je le pose là. Ensuite, les phrases, on les compose un petit peu comme on veut. Mais l'idéal, c'est entre 15 et 20 mots pour moi. Après, ça m'arrive de faire des phrases très longues, mais où je dois expliquer plusieurs idées à la fois et où j'essaye de les agencer de manière fluide. N'agencez pas des idées n'importe comment. Vous débutez la phrase par une idée, vous la complétez par une autre idée que vous mettez entre virgules, et ensuite vous finissez avec l'idée avec laquelle vous avez commencé. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Là, tout ce que je vous dis, c'est moi qui l'ai remarqué et qui va du coup essayer de vous le donner, de vous transmettre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je ne suis personne. Je suis une random d'internet qui parle de livres parce qu'elle a redécouvert la lecture il y a 5 mois et parce qu'elle a écrit un bouquin et qui se sent peut-être plus pissée à cause de ça. Mais faites comme vous sentez quand même. C'est votre livre, c'est votre décision, c'est votre façon d'écrire. Chacun a son style et il y a des styles littéraires qui fonctionnent par exemple avec des phrases très courtes ou avec des phrases très longues et où c'est très agréable à lire. Donc je ne suis personne pour vous dire comment écrire, mais d'un autre côté, si une phrase n'est pas segmentée en plusieurs idées, et si une phrase n'est pas agencée de telle manière à ce qu'on puisse la comprendre, ça alourdit le récit, ça pêche dans la compréhension du récit, et c'est dommage. Encore une chose que j'aimerais dire sur la composition d'une phrase et la ponctuation, moi, je vous dirais d'éviter les parenthèses. Les parenthèses, ça alourdit les phrases. Les parenthèses, ça donne pas envie. Alors moi, j'en ai mis aucune. Dans le premier volume que j'ai écrit, j'ai réussi à n'en écrire aucune. Si vous voulez faire un aparté dans une phrase, vous pouvez. Mettez un tiret à la place d'une parenthèse. Le tiret, c'est plutôt la formulation anglophone d'une parenthèse, mais moi je trouve ça moins lourd. C'est un truc que j'ai beaucoup lu dans des livres écrits par des anglophones, mais du coup en français, on aurait plutôt tendance à employer la parenthèse, mais alors je trouve vraiment qu'une parenthèse, je sais pas, ça me met un truc qui est complètement indépendant du reste et qui du coup me sort d'une phrase. Donc j'évite de le faire. C'est juste mon avis. Si vous voulez mettre une parenthèse, mettez-la. Mais moi je trouve personnellement qu'à l'écrit c'est beaucoup plus agréable d'avoir un tiret à la place d'une parenthèse. Et encore une fois, si vous avez séparé vos idées entre virgules et qu'ensuite vous voulez rajouter quelque chose, évitez de faire trop long. Vous pouvez mettre l'idée que vous voulez dans la phrase d'après. Essayez de segmenter le plus possible vos phrases, mais de ne pas non plus faire des phrases trop courtes. Par exemple, si c'est un effet de style, faites-le. Si vous avez besoin de mettre un truc simple, court et percutant, faites-le. Parce que si c'est nécessaire et que si vous savez que c'est nécessaire pour votre récit, faites-le. Il n'y a aucun souci. Ensuite, conseil suivant, conseil numéro 4. Ne dites pas 2 fois la même chose. Alors, ça paraît con comme ça, mais par exemple, j'ai remarqué ça parce qu'il y a un très bon ami à moi qui m'a fait relire un de ses textes, qu'il avait envie il avait envie d'avoir mon avis, et du coup j'ai remarqué quelque chose que j'aurais pas imaginé vous dire, mais du coup qui pourrait vous servir à vous. L'idée c'est de ne pas répéter 2 fois les mêmes choses, c'est-à-dire s'il y a un dialogue, admettons vous démarrez une page par un dialogue. Dans ce dialogue, il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont passer. Ne les répétez pas. Ne mettez pas une explication sur ce qu'on vient de lire dans le paragraphe d'après ou dans le paragraphe d'avant. Si vous avez choisi votre point de vue, vous saurez par exemple que le personnage dont vous avez choisi le point de vue, c'est quelque chose. Vous le dites dans un paragraphe, vous dites « Machin se rappela qu'il avait entendu dire que blablabla. Il avait entendu dire que des créatures étranges battaient le pavé dans une ville. » Bon bref, il le sait. Le personnage le sait. Alors par contre, est-ce qu'il partage l'information et donc vous répétez 2 fois la même chose, ou alors est-ce qu'il sait, est-ce qu'il connaît cette information et est-ce qu'il ne la partagera que plus tard? Ou est-ce qu'il la partagera dans ce dialogue? Mais dans ce cas-là, vous faites passer l'information dans le dialogue. Vous n'avez pas besoin d'expliquer « il savait ça », vous allez dire, vous allez lui faire dire. Les informations, c'est mieux quand elles passent par les dialogues, je trouve, personnellement. Quand tu as un dialogue qui se déroule, tu vas avoir un certain nombre d'informations qui passent, et ensuite, une fois que l'information est passée dans le dialogue, soit tu fais une conclusion avec un paragraphe d'explication, soit tu laisses parce que le dialogue est suffisant pour que le lecteur ait l'information. Donc ne répétez pas 2 fois les mêmes choses. Et surtout d'une phrase à l'autre, c'est très facile de se laisser piéger à ça, je vous le dis. De répéter 2 fois la même chose avec une tournure de phrase différente, ça m'est déjà arrivé. Essayez
d'éliminer au maximum les informations qui sont similaires, voire identiques, et que vous allez traiter d'une façon différente. Dans votre tête, ça sonne bien, mais le lecteur le sait déjà. Mettez-vous à la place du lecteur quand vous écrivez, dites-vous, bon, ça je l'ai déjà dit, pas besoin de le répéter. Ensuite, 5e conseil que j'aurais à vous donner, entretenez un mystère ou une accroche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors c'est un petit peu plus flou, ce conseil-là est un peu plus flou, mais je dirais maintenez une trame narrative qui va donner envie au lecteur de continuer à lire votre récit. Donnez-lui une carotte, si on veut. L'image de la carotte et du bâton. Voilà. La carotte, ça va être la conclusion. Ça va être la résolution d'un mystère. Ça va être un arc narratif du personnage. L'arc narratif du personnage principal, par exemple, le personnage a un objectif. Et l'intérêt du bouquin, par exemple, ça va être de dire ce personnage va accomplir cet objectif. Mettons, dans le premier bouquin que j'ai écrit. Je prends mon exemple parce que je pense qu'il est assez parlant. L'objectif dans le premier volume que j'ai écrit, c'est de tuer le méchant. Le lecteur s'attend à ce que les personnages mettent tout en œuvre pour éliminer le méchant qui leur pourrit la vie. Simple. Mais alors, il faut entretenir tout ça pendant le récit. Il faut glisser des informations. Il faut dire, voilà, ils vont arriver par tel ou tel chemin détourné à arriver à cet objectif. Mettez-vous un objectif simple en tête. Si vous débutez vraiment, moi c'est ce que j'ai fait, c'est simple, il y a un grand méchant, faut le tuer. C'est tout. Et à côté de ça, vous pouvez dériver, vous pouvez développer l'univers que vous voulez raconter. S'il y a un gros vilain pas beau que les personnages doivent tuer, ou s'il y a une grande menace qui plane sur un univers que vous avez créé, eh ben allez-y. Mais par contre, autour, vous allez pouvoir développer. C'est ça l'intérêt. Faire une trame narrative très simple et s'y tenir et développer un univers ou un intérêt autour, eh ben, ça va être beaucoup plus facile si votre trame narrative ne part pas dans tous les sens. Là, je parle en termes de trame narrative, et par exemple, si vous écrivez de l'horreur ou du fantastique, mettez le mystère et distillez-le tout au long du récit. Distiller certaines incompréhensions que le lecteur pourrait avoir. Distiller, c'est ce que je fais dans mes creepypasta par exemple, ce que j'ai fait dans mes vidéos. Distiller quelque chose où on se dit la situation n'est pas claire. Pourquoi elle n'est pas claire? Elle va s'éclaircir peut-être après. Et c'est ça l'intérêt des livres fantastiques ou d'horreur ou d'épouvante. Comme par exemple chez Stephen King, ce qu'il fait c'est qu'il entretient le mystère tout au long du récit et qu'on n'aura la réponse qu'à la fin. Voire même à la fin on aura peut-être un certain nombre de réponses, mais on les aura peut-être pas toutes. Et c'est ça qui fait le sel d'un roman fantastique ou d'un roman d'horreur, par exemple. C'est ça aussi qui fait le sel d'un roman policier. Si vous écrivez un truc sur un meurtre et la résolution d'un meurtre, ben, il va falloir qu'on raccorde les wagons à la fin et qu'on se dise « Ah, ça voulait dire ça !» Et donc, dans votre trame narrative, n'hésitez pas à distiller un certain nombre d'éléments et ensuite à les faire concorder à la fin. À les faire s'accrocher entre eux pour que le wagon, enfin le train de tout ce que vous avez écrit soit complet, que tous les wagons soient attachés entre eux. Parce qu'au début, on va avoir un wagon qui est là, un wagon qui est là, et pour les raccrocher, on va devoir parcourir plusieurs chapitres, voire plusieurs livres dans une saga. Donc, si je puis vous donner un conseil là-dessus, c'est celui-là. En parlant de trame narrative, c'est ça que j'avais à vous dire. Ensuite, donnez, par exemple, si vous voulez aller au plus simple et faire vraiment quelque chose qui va être efficace, donnez un objectif à votre personnage. Donnez un objectif clair et où on va se dire, tiens, à la fin du livre, on va avoir la réponse à cette question. C'est ce que j'ai déjà dit, mais je le simplifie pour revenir dessus et conclure. Donc, par exemple, là où il y a des livres qui m'ont vraiment emmerdé, c'est où j'avais pas d'idée de l'objectif du personnage et où j'avais même peut-être pas de personnage auquel m'attacher. Donc, si vous avez votre point de vue, votre temps, votre première personne ou troisième personne, que vous avez des objectifs clairs et définis, une fois qu'on a choisi le point de vue, le personnage qui raconte l'histoire, le personnage qui vit l'histoire et son objectif, c'est ce qui va venir après. C'est la chose qui va être évidente et que vous allez devoir entretenir pendant le récit. Et entretenez aussi la psychologie de ces personnages. Par exemple, si on écrit l'histoire d'un flic qui doit résoudre un meurtre, dans les polars, on a souvent le point de vue interne du flic qui fait l'enquête. Donc, on va développer ce flic. Par exemple, on va dire, il a une vie comme ça, comme ça, comme ça, en dehors des enquêtes, il est comme ça, comme ça, comme ça, voilà sa personnalité, etc. Ça va vous permettre des digressions. Je vais mettre un conseil subsidiaire à celui-là. Quand on a un personnage qui a un objectif clair, expliquez, par exemple, pourquoi il a cet objectif. J'ai expliqué dans le premier chapitre, dans les 2 premiers chapitres de mon premier roman, pourquoi Maddie a tel ou tel objectif. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Pourquoi elle est ce qu'elle est. Pourquoi elle est là. C'est un truc qu'il faut se permettre. Mais un truc qu'il faut distiller. Il faut doser. Parce que s'il y a trop d'explications d'un coup, c'est chiant. Faites avancer votre récit. Faites une pause.
Et ensuite, refaites avancer le récit. Par exemple, si vous vous sentez obligé d'expliquer quelque chose d'important envers votre personnage, envers la situation dans laquelle le personnage est plongé, expliquez-le, mais ça ne doit pas prendre plus d'une page. Moi, je pense, si vous développez un contexte, si vous développez la psychologie d'un personnage, si vous développez le pourquoi du comment de ses objectifs, faites-le en une page, pas plus. Et après, faites avancer le récit. Je trouve ça important. Donc, voilà. Ensuite, j'ai dit que les digressions, c'était très bien et qu'on pouvait se le permettre si c'est nécessaire, mais faites-le uniquement si c'est nécessaire. Ne vous éparpillez pas, allez au plus simple, allez à l'objectif qui est attendu. Et si vous voulez vraiment développer un personnage, faites-le. Par contre, ne restez pas 3 chapitres sur pourquoi le personnage est comme ça. Passez-y 2 pages à la limite. Passez-y une petite partie de votre chapitre et ensuite passez à autre chose. Parce que si on a l'objectif en tête, si le lecteur a l'objectif du personnage en tête et pourquoi il fait ça, c'est très bien. Par contre, vous y attardez pas 1000 ans. Ou alors ne vous dispersez pas en racontant autre chose et un autre personnage et machin et tout. J'ai un personnage secondaire dans le premier bouquin, j'ai mis un paragraphe à développer son histoire et après je suis passée à la suite parce que ce personnage-là a un impact sur le récit et a une certaine influence. C'est un personnage secondaire voire tertiaire qui va faire avancer l'histoire, qui va faire évoluer la situation, qui va avoir son point de vue, qui du coup va être important pour la suite. Je me suis permis de mettre beaucoup de personnages, mais je me suis attardée que sur les plus essentiels. Si vous voulez plusieurs personnages principaux, donnez-leur un objectif commun, ou alors donnez-leur des divergences qui vont faire avancer le récit. Ça, c'est important aussi. Par exemple, moi, dans mon premier livre, tous les personnages ont le même objectif, à savoir tuer le méchant. Mais alors, ils vont pas le faire de la même façon. Et je vais me permettre de développer qu'à des moments où je peux le faire. Et ça, à doser, c'est très compliqué. Vous allez, par exemple, pouvoir le faire dans des moments de pause, dans des moments où le récit se pose un peu. En termes de rythme, ça va peut-être être plus agréable pour le lecteur. Par exemple, je suis en train de lire Circé de Madeline Miller. Elle permet de se poser et d'exposer quelque chose où elle raconte une situation, elle développe le personnage de Circé par rapport à des rencontres qu'elle va faire ou des situations qu'elle a connues, mais elle se permet de le faire qu'une fois que le récit est posé, qu'une fois que le contexte est plus calme. Donc, il faut doser, c'est pas facile, mais dans tous les cas, un pavé d'exposition, c'est chiant. Je vous le dis, mettre un pavé d'exposition à un moment où on s'attend à de l'action, par exemple, c'est chiant. Donc ça fait un peu qu'on s'éparpille. Par exemple, on est dans une scène d'action, on va dire « Ah, il va se passer quelque chose, là, j'ai envie de voir la suite », paf, pavé d'exposition, ça sert à rien. Donc ça, c'est ça que j'appellerais s'éparpiller. C'est de ne pas choisir le bon timing pour expliquer quelque chose. C'est de détailler quelque chose dont on n'en a mais rien à faire. Genre vraiment. Par exemple, je détaille un paysage pour poser un contexte. Mettons, on est sur Koro dans l'épisode 4 de l'Étoile solitaire. On se dit, ah, voilà le décor et voilà quel personnage on va suivre. Voilà. Et après, on développe pourquoi le personnage est là, qu'est-ce qu'il fait ici, et ensuite les relations qu'il a avec d'autres personnages, etc., etc. Tous les conseils précédents que je vous ai donnés s'appliquent, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir le mixer avec celui-là. Bon alors, ça a l'air fouillis dit comme ça, je suis désolée si c'est décousu ce que je dis, mais ça me semblait important. Ensuite, j'aimerais donner un autre conseil que je trouve très important et que je ne vois presque nulle part sur les conseils d'écriture, sur YouTube en tout cas. Sur des blogs ou quoi, ça peut être différent, mais je l'ai pas beaucoup vu, donc je vais le partager. C'est ne pas se forcer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Artistiquement, quand on a la page blanche, il faut la laisser passer. Il faut se dire, bon, je me laisse 3 jours, je me laisse 1 semaine, je me laisse 1 mois, je touche plus à ce texte, je viens sur un autre texte, je fais autre chose. Aérez-vous, inspirez-vous, soufflez. Ne vous mettez pas la pression. Vraiment, se mettre la pression, ça sert à rien. Et même quand on est sous pression, on fait des choses qu'on n'aime pas. Il y a certains passages du premier bouquin que je me dis, putain, là t'étais sous pression, t'as écrit ça parce que t'avais envie d'en finir, parce que tu en voulais, mais quelque part, ils auraient pu être meilleurs. Parce que bah, t'avais la pression qui jouait et t'avais l'envie d'en finir, mais d'un autre côté, je me suis pas assez posée. Sur certains passages, je les ai écrits très vite et j'aurais pas dû. Ce qui fait qu'ils ont une qualité un peu moindre par rapport à ce que j'aurais aimé. Mais j'avais tellement envie de le faire, j'ai fini par le faire. Mais par exemple, si à un moment vous avez une pause de 3 mois, mais ne vous en voulez pas. L'écriture c'est long, l'écriture c'est difficile, l'écriture c'est aussi un ressenti, c'est un truc que t'as envie d'écrire sur le moment, c'est un truc que t'as envie de cracher sur papier. Donc, on souffle, on se dit, bon, j'y reviendrai plus tard. Et une fois que tu auras pris du recul de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, tu diras, ah, en fait c'est pas mal ce que j'ai écrit, mais je pourrais faire ça. Et ensuite le texte sera tellement meilleur, je vous le garantis. Ne vous forcez jamais à écrire quelque chose que vous n'avez pas envie d'écrire.
parce que ça sert à rien, et que le texte, ça va l'alourdir, et que même à vous, ça va vous faire chier d'écrire ou de relire ce que vous avez écrit. Ensuite, un autre petit conseil que j'ai pas vu beaucoup, et que je pensais important quand même, ce serait d'écrire quelque chose que vous auriez envie de lire. Moi, à chaque fois, quand je lisais des livres quand j'étais petite, je me disais, tiens, j'aimerais bien lire ça. J'aimerais bien lire un truc qui ressemble à ça. J'aimerais bien lire un truc qui ressemble à Star Wars. J'aimerais bien lire un truc avec des personnages très intenses. Et ben vous savez quoi, je l'ai écrit. Donc, si t'as envie d'écrire un polar, si t'as envie d'écrire une histoire d'horreur, si t'as envie d'écrire une histoire de SF, si t'as envie d'écrire mais n'importe quoi, une romance débile ou une romance avec de l'humour, écris-le. Voilà, ça c'est un conseil que j'ai pas beaucoup vu. En fait, on écrit ce qu'on aime, on écrit ce qu'on veut et surtout on écrit ce qu'on aimerait lire. Moi, je trouve ça important. C'est un angle sur lequel j'ai pas beaucoup vu ce conseil-là. En fait, c'est ce conseil, mais formulé autrement. Donc, je vous le fais partager aujourd'hui. J'ai écrit L'Étoile solitaire parce que c'était un livre que moi, j'aurais eu envie d'avoir entre les mains. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, c'est l'idée de se faire plaisir, de se dire « Ah, ce personnage, il est génial. Oh, cette situation-là, elle est trop tendue, j'adore. Dans ce passage-là, j'ai réussi à mettre de la tension et c'est super. » Et en fait, de juste écrire ce qu'on veut écrire et ce dont on serait fier d'avoir écrit, mais c'est tellement important. Donc, je vous le donne. Dernier conseil, alors qui va paraître complètement bateau, complètement con, certes, mais qui a son importance malgré tout, faites-vous relire et relisez-vous. Corrigez les coquilles, corrigez les fautes de français, corrigez les incohérences. Un cerveau seul, comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo de bilan de lecture qui date d'il y a quelques mois, en fait un cerveau seul est incapable de ne pas produire une incohérence. Et si vous en voyez des grosses, vous allez les corriger. Ça c'est obligatoire, parce que moi j'ai vu une grosse incohérence à un certain point dans mon récit, et je me suis dit, merde, ça, le personnage n'est pas censé le savoir, je l'ai éliminé tout de suite. Ou alors j'ai changé la phrase pour que ça soit plus la même. Voilà, bref, vous avez compris. Par contre, si on ne se fait pas aider, je pense, si on ne se fait pas aider par un bêta-lecteur, par un correcteur professionnel, par un relecteur professionnel, par un comité de lecture, c'est très difficile de capter ce qui ne va pas. Et c'est exactement l'erreur que j'ai fait quand j'ai publié mon livre. Donc avant de publier, soyez bien sûr d'avoir corrigé le maximum d'incohérences, d'avoir corrigé le maximum de fautes, d'avoir corrigé votre mise en page, d'avoir corrigé tout un tas de choses qui peuvent ne pas aller. Surtout, n'ayez pas peur des critiques aussi. Se prendre une critique, ça fait mal. On est d'accord là-dessus. Se prendre une critique assassine par quelqu'un qui ne connaît pas, ça fait très mal. Mais alors ce sera pire si votre texte n'a pas été relu en amont, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout bien travaillé, ça va être encore pire, parce que là, vous le savez. Vous dites, la faute, elle vient de moi. Le fait qu'on me reproche tel ou tel défaut dans le livre vient de ma responsabilité. Donc vous savez à peu près où vous vous embarquez. Si vous n'avez pas eu un éclairage différent de la part de quelqu'un qui est extérieur à ce que vous avez écrit. Relire ce qu'on a écrit, c'est très difficile. Parce qu'on est impliqué dans ce qu'on écrit. Et donc le faire relire par quelqu'un qui ne l'a jamais lu, qui ne vous connaît pas, ou qui n'est pas dans votre tête, c'est très bénéfique. Alors, se faire relire par des amis à soi, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Mais vos amis, s'ils ne sont pas experts, entre guillemets, dans le domaine, s'ils ne sont pas, prêts à vous rentrer dans l'art et prêts à vous dire, là, ça va pas du tout, le faites pas relire par vos amis. Le faites pas relire par vos parents. Parce que les parents, ils vont dire, oh, c'est super, mon fils ou ma fille, je suis super fière de toi. Mais ils vont pas vous apporter grand chose, à part de la validation, sauf si vous avez une relation pourrie avec vos parents, j'en sais rien. Mais, par exemple, un parent normal va se dire, ah, mon fils, ma fille a écrit un truc super, je vais l'encourager. Donc un parent sera peut-être moins à même de vous donner des conseils pertinents. C'est con dit comme ça, mais c'est vrai. Un frère, une sœur, un parent, un cousin, une cousine, bon, faites-le relire par des amis qui, par exemple, ont un recul un peu plus important sur ce que vous auriez écrit. Par exemple, moi j'ai fait relire certains passages par ma mère, et elle m'a dit, ah bah c'est bien, par contre j'ai rien compris. Mais c'est tout. J'ai pas eu plus, parce que c'est ma mère quoi. Évidemment, elle va dire, ah c'est bien ce que t'as écrit. Voilà. Ensuite, quand je l'ai fait relire à mon meilleur ami, mon meilleur bêta-lecteur, là il m'est rentré dans l'art, il m'a dit, là, ça ce que t'as écrit, là c'est de la merde. Là, faut changer ça. Là, je n'aime pas. Là, le lecteur se sent un peu paumé. Là, ta phrase, elle veut rien dire, etc. Il a fait tout un travail de me dire, là, en termes de cohérence, ça va pas. Par contre, en termes d'orthographe, il était
pas vraiment là pour le faire, parce que bah, c'est pas un expert en orthographe. Par contre, sur la cohérence du récit, comme je l'ai déjà dit, il m'a beaucoup aidé. Donc, sans son éclairage, je pense que l'École solitaire ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, faites-vous relire, et par des gens les plus extérieurs possibles à vous, à votre cercle amical, à votre cercle familial, les plus extérieurs possibles ou les plus pointus possibles sur ce que vous avez écrit. Bref, c'était le dernier conseil. On va conclure. En conclusion, je vous dirais de vous faire confiance. Avec tous les conseils qu'on donne sur internet, avec tous les conseils que vous allez croiser dans votre vie, autour de vous, envers vos amis, envers d'autres auteurs peut-être, on sait pas. Entre auteurs, on peut se donner des conseils. On peut se passer des connaissances, on peut se dire tiens t'as écrit ça, mais t'aurais pu écrire comme ça, et machin, et voilà. Alors par contre se faire relire par un autre auteur ou un auteur professionnel, c'est un peu compliqué parce que l'auteur va vous dire je l'aurais écrit comme ça, alors que vous non. Donc choisir ses bêta-lecteurs, choisir ses relecteurs, c'est compliqué. Mais faites-vous confiance. Même si un bêta-lecteur vous dit tiens t'aurais pu faire ça comme ça, ou ça va pas, si vous êtes vraiment persuadé que c'est un truc qui doit arriver, ou un truc qui doit être expliqué dans ce passage-là de votre livre, mais faites-le. Vous n'avez pas à écouter non plus tous les conseils de la Terre. Même ma vidéo, ça se trouve, elle sert à rien. Parce que vous allez avoir une approche qui est complètement différente, mais qui va fonctionner. Et c'est ça l'art. C'est cool. L'art, pour ça, c'est parce qu'on peut transmettre des connaissances, accumuler des connaissances, se dire j'ai la base de comment ça devrait être fait, mais maintenant je vais en faire mon propre truc. L'art, ça sert à ça. L'art, ça sert à s'inspirer. Ça sert à faire passer des émotions. Ça sert à faire passer ce qu'on a envie de faire passer. Et ça donne quelque chose de complètement personnel et unique à l'auteur qui va le faire. Et c'est magique. C'est ça qui est magique dans l'art. Ça dépend aussi, par exemple, ça peut s'appliquer au dessin, ça peut s'appliquer au cinéma, ça peut s'appliquer à la vidéo, ça peut s'appliquer à l'écriture, ça s'applique à tout. Donc, les conseils que j'ai donnés là, c'est plus spécifique à l'écriture. Mais par exemple, dans l'ensemble, de ce qu'on pourrait se transmettre comme connaissance et comme façon de faire, il y en a une infinité. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs. Et ça, c'est génial. J'aurais beaucoup de plaisir à lire Maud Royer, comme j'aurais beaucoup de plaisir à lire Madeline Miller. Et comme elles ont une approche qui est complètement différente d'une histoire à l'autre, ça reste des histoires de femmes écrites par des femmes, ou alors des histoires horribles écrites par des femmes, mais l'approche est complètement différente, parce que les deux auteurs n'écrivent pas du tout de la même façon. Et le plaisir que j'aurais à les lire vient de leur patte personnelle, vient de leur façon de raconter l'histoire. Et ben, c'est ça qui est bien dans l'art. C'est multiple, c'est riche, c'est infini. Les possibilités sont infinies. Donc les conseils que je vous ai donnés là, c'est par rapport à mon expérience, à ma façon de voir l'écriture, à ma façon d'écrire. Donc si ça vous convient pas, vous n'êtes même pas obligé de l'appliquer. Par contre, il y a des bases sur lesquelles je suis revenue. Et c'est bien suffisant, je trouve. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à donner vos propres conseils en commentaire. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce que vous avez entendu, si vous voulez me contredire, dans le respect bien évidemment. Ensuite, je vais me remettre à écrire mon deuxième volume et ma petite histoire d'horreur. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!